Cerno, épisode 45. Cette nuit, j'ai reçu un message étrange d'un auditeur. J'ai l'impression que c'était un amant de Paulin, mais je suis pas sûr. J'avais une maman extraordinaire. Elle me manquera toujours jusqu'à mon dernier souffle. Mais j'espère un jour la retrouver. J'espère la retrouver un jour. Il est beau, mon Julius, il est beau, puis il est gentil. Il était fragile, il était perdu. Les journalistes, ils sont pas avares de conneries, on le sait quand même. C'est quoi la vie ? Il tuait comme d'autres vont au bureau. Ça fait du bien. L'amour. Je fais un podcast. Il filait ses victimes jusque chez elles, C'est peut-être bien la mort. Ah, ok. et toujours la même méthode. Je rentre chez les gens, je vais voir les gens dans la rue. Ben, l'être humain, c'est ça. On verra bien où cette histoire me mène. Il faut continuer votre chemin. 3, 2, 1. L'été qui a suivi le décès de maman, j'avais découvert Kraftwerk, Radioactivity, dans la voiture de mon oncle et ma tante. Je me souviens très bien, c'était sur Europe 1 qui passait Kraftwerk. Il faut te dire qu'à l'époque de la Révolution, c'est vraiment les précurseurs de la musique électronique. Et surtout avec ce tube immense de l'année 76, qui était Radioactivity, enfin c'était même 75 Radioactivity, 75-76, quand on a commencé à l'entendre en France. Donc j'avais 14 ans, mon oncle et ma tante étaient distributeurs de journaux, ils distribuaient les Ouest France à Auray, ils faisaient la tournée d'Auray. Et par leur biais, ils m'avaient dit, mais écoute, est-ce que tu veux vendre des journaux dans les campings à Logomariaquer cet été pour te faire un peu d'argent de poche? Je dis, oui, au contraire, avec plaisir. J'avais un vieux Solex, donc j'allais en Solex à Logomariaquer tous les jours pour vendre mes journaux, ce qui fait que je m'étais fait un petit pécule quand même à la fin de l'été. Et on avait rencontré cet été-là avec d'autres amis de Crac, du bourg où je suis né, d'autres ados qui étaient avec leurs parents, qui louaient une petite maison dans le bourg de Crac. Et puis, tous les soirs, on les raccompagnait à leur maison, et je voyais la silhouette de ce grand homme barbu, enfin grand, il n'était pas immense non plus. C'était un ami du couple, des parents des enfants qu'on fréquentait. Un très beau garçon barbu, plutôt blond aussi, bouclé, cheveux un peu longs, un peu baba, mais c'était la mode à l'époque. Donc, moi, je le trouvais très séduisant. Et pour leur départ, à la fin du mois de juillet, c'était une semaine avant qu'ils quittent la France pour rejoindre la Hollande, ils nous avaient proposé de tous se retrouver pour manger des spécialités hollandaises, sorte de beignets, c'était pas mauvais. Et donc, de fil en aiguille, lors de ce fameux repas, j'ai eu l'occasion de parler avec ce garçon barbu qui s'appelait Louis et qui me dit être artiste peintre. Moi j'adore, j'ai toujours aimé peindre, j'aime bien ça. Et il me dit, si tu veux, moi ça me ferait plaisir de te faire découvrir. On pourra aller faire, par exemple, après ta matinée de travail, là-bas, un après-midi avant qu'on quitte la France, on pourrait aller à Carnac, voir quelques galeries ensemble. Voilà, pour découvrir des tableaux, puis voir ce que tu en penses, échanger nos goûts, etc. Et puis passer un après-midi ensemble. Je dis, écoute, avec plaisir. Donc on va en moto jusqu'à Carnac, plage, où il y avait beaucoup de galeries effectivement éphémères, qui duraient que l'été évidemment. Et puis on se boit un verre à une terrasse, et il m'apprend qu'il est homosexuel, qu'il vient de perdre son ami dans un accident de moto justement, et qu'il est désemparé, et je lui dis, mais tu sais Louis, moi aussi je suis homosexuel. Puis on est tombé dans les bras l'un de l'autre, vraiment, mais parce que je ne savais plus à quoi me raccrocher après le décès de maman. Et il est tombé là, alors il avait 35 ans, moi j'en avais que 15. C'était quand même très étonnant. Mon père, c'est pour te dire à quel point il se fichait complètement de qui j'étais, de ce que je faisais, n'a émis aucune objection à ce que je fréquente ce garçon, ce type, qui avait quand même 20 ans de plus que moi, qui avait presque l'âge d'être mon père.
Et donc avec Louis, j'étais heureux dans ses bras, heureux de l'aimer, heureux de l'avoir rencontré. Et je suis tombé amoureux, mais de quelqu'un qui vivait à 1000 km facilement de chez moi, quoi. Ce qui était quand même pas évident. Et puis ensuite, je me suis retrouvé au pensionnat. Et au pensionnat, je ne pensais qu'à Louis. Mais en même temps, j'étais un peu amoureux aussi de quelques terminales qui ne me déplaisaient pas parce qu'ils étaient quand même... Je trouvais que Louis, c'est quand même étonnant, 35 ans, je trouvais qu'il était un peu vieux. C'était quand même bizarre. À l'âge que j'ai maintenant, je me dis, mais non, 35 ans, c'est le plus bel âge pour un homme. Et à l'époque, non, j'étais un peu attiré par de la chair un peu plus, pas fraîche, pas ça que je veux dire, mais par des gens plus jeunes, tout simplement, des terminales. Il y en avait un en particulier qui me plaisait, parce qu'il avait un château en centre-Bretagne, et pour moi, c'était un peu le prince charmant, quoi. Donc, sauf qu'il n'était pas gay, il n'était pas gay du tout, mais c'était un garçon assez rêveur, poétique, un peu lunaire, que j'aimais, quoi, parce que c'était une belle personne aussi. Et ça a été un petit peu un drame, parce que je m'étais attaché à Louis énormément, j'étais très amoureux de lui, mais tu sais, les amours lointaines, comme ça, loin des yeux, loin du cœur, un petit peu. Hein. Louis, c'était ton premier homme? Ça a été mon premier petit ami, oui. Ça n'a pas été ma première expérience sexuelle, mais ça a été mon premier amoureux, effectivement. Moi, je suis un grand fan de Louis II de Bavière. C'est un personnage qui est très méconnu, que peu de gens connaissent, mais qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus riche que le roi fou, le roi qui a construit 3-4 châteaux complètement délirants. C'est quelqu'un de beaucoup plus riche, et puis surtout le mécène de Wagner. Et Louis II est un personnage très très attachant et très... Je me sens proche de lui, souvent. Par sa solitude, un peu sa misanthropie qui s'est installée avec le temps. Et c'est quelqu'un qui a, un peu comme moi, survivre à des abandons. Et puis en 83, étant fan de Louis II de Bavière, j'étais allé voir à Paris spécialement, alors que j'étais en vacances à Quiberon, la version restaurée de Ludwig, le film de Visconti, que je voulais absolument découvrir, mais le jour de sa sortie. J'ai pris un billet de train juste pour aller voir le film de Visconti. Et puis après le film, je me dis, je me ferais bien un sauna pour me détendre, il faisait une chaleur à Paris. Je suis allé au fameux sauna qui s'appelle Continental, que beaucoup de gens de mon âge auront connu, qui a fermé depuis, bien sûr, mais qui était un petit endroit de paradis à 2 pas de l'Opéra de Paris, avec une piscine en sous-sol, mais une grande piscine. Et on pouvait déjeuner ou dîner autour de la piscine, il y avait un petit restaurant. Enfin, c'était un endroit magique, c'était aussi un endroit de drague, il ne faut pas se leurrer. Donc je vais là, puis je flash sur un très bel homme, blond. Je ne jurais que par les blonds aux yeux bleus à l'époque. Je flash sur ce très beau type qui me tournait autour, je lui tournais autour, puis bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Il s'appelait Roland. Ça a été ma relation amoureuse la plus longue. J'ai passé des bons moments au creux de ses bras, vraiment, je peux le dire. À cette époque-là, vraiment, c'était une époque de... Tout était facile, tout. Les choses vous tombaient dans les bras sans qu'on ait besoin de demander quoi que ce soit. C'était la magie de cette époque. Hein. C'était juste après l'élection de Mitterrand, il y avait une réelle effervescence. Moi, j'ai toujours recherché un papa, puisque mon père n'a jamais eu un seul geste de tendresse à mon égard. J'ai recherché de la tendresse auprès d'autres hommes.
Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai développé une homosexualité. Enfin, j'ai développé. L'expression est maladroite, mais que je suis devenu homosexuel. Besoin d'être paterné, d'être rassuré, d'avoir des repères. Enfin, quelqu'un qui te donne peut-être un peu d'autorité aussi. Parce que je vais te dire quelque chose, Julien, qui est réel. Je devais avoir 3 ans, j'étais à la maternelle. Ma maîtresse s'appelait Denise, son mari s'appelait Guy. C'était un monsieur barbu, assez grand, très viril, justement. Et c'était un jeune couple. Ils habitaient en face de l'école. Et nous, notre maison, par un petit chemin de terre, conduisait à l'école, enfin était proche en fait de la maison de Denise et de Guy. Et les jeudis, maman était confiante, elle savait que j'étais pas une tête brûlée. Je partais dans ce petit chemin et puis au beau jour, je discutais avec des lézards, je parlais aux papillons, je parlais aux fleurs. Et quelquefois Guy me surprenait et il me disait « Mais tu parles aux fleurs ?» Je dis « Ben oui, c'est mes amis. » Enfin, tu vois des choses comme ça et ça le... Il avait dû dire à ma mère, mais vous savez, votre petit garçon, c'est un vrai poète. Et j'avais trouvé ça gentil. Et puis, surtout, Guy, quand j'allais les voir, parce que j'allais frapper à la porte de ma maîtresse pour voir Guy. Tu sais pourquoi ? Parce que Guy me prenait sur ses genoux. Il m'apportait de la tendresse. Sauf que ton père ne t'apportait pas. Chose que mon père ne faisait jamais. Et j'avais besoin de cette tendresse-là. De la tendresse de cet homme. Alors, évidemment, il n'y avait rien de sexuel. Mais je fais remonter mes premiers émois homosexuels à cet homme, à Guy. Mais l'année dernière, nous assistions avec ma sœur Pascal et puis des amis à un vide-grenier qui avait lieu à Crac. Et Pascal me dit, tu sais qui est assis derrière toi ? Je dis non, c'est Guy, le mari de Denise. Je suis allé le voir, je l'ai embrassé, je lui dis, Guy, vous vous souvenez de moi, je m'appelle Loïc. Ah, Loïc ! Mais bien sûr que oui, je me souviens de toi. Et je lui ai dit, tu sais Guy, je t'ai beaucoup aimé parce que papa s'est jamais occupé de moi. Toi, tu me prenais sur tes genoux, tu m'apportais de la tendresse. J'en avais tellement besoin. Il m'a dit, t'es gentil. Mais ça venait du fond du cœur. Et ça m'a énormément touché. Et j'ai été content de pouvoir le lui dire. C'est quelque chose qu'on ne peut pas écrire à quelqu'un. C'est trop intime, c'est trop... Ça peut être troublant. Mais là, j'ai pu le lui dire et ça m'a fait un bien fou. Je me suis senti léger après. Et donc ton papa aussi est mort de mort violente ? Oui, et de façon... Alors, tu vas te dire, mais mon Dieu, c'est... Même dans un roman, on trouverait que la ficelle est grosse. Mais tu sais que la personne qui a renversé mon père en voiture, alors qu'il était, lui, sur le bas-côté à vélo, parce qu'il y avait belle lurette qu'on lui avait retiré son permis. Il était alcoolique, hein, mon père, en plus. Donc, jaloux maladif, alcoolique. Et il s'est retrouvé... Il revenait d'une kermesse, c'était un dimanche soir, je crois, oui, je pense que c'était un dimanche ou un samedi. Il revenait avec énormément d'alcool, puisqu'on lui a prélevé du sang pour savoir quel était son taux d'alcoolémie, qui était quand même très élevé, je ne te le donnerai pas, mais c'était impressionnant. Mais le chauffeur n'a pas été inquiété, pour la bonne raison qu'il était chevalier de la Légion d'honneur, et que c'était l'ancien maire de Crac, du bourg de Crac. Ce sont des gens qui sont à l'église tous les dimanches. Et quand ils ont laissé mes 2 petites sœurs sans leur papa, parce qu'elles vivaient encore sous son toit, eh bien, il y a
pas eu un mot de condoléances, ils n'ont pas insisté aux obsèques. Enfin, ils ont été honteux sur toute la ligne. Honteux. Et donc ce type, qui forcément, c'était dans l'agglomération de Crac, donc c'était dans le bourg, devait rouler certainement à plus de 50 km/h pour causer la mort de mon père. On ne l'a jamais inquiété, tout simplement parce que c'était un notable. Selon que vous serez puissant ou misérable, c'est la fable de La Fontaine. Et alors ce type, qui était le maire de Crac, c'est lui qui avait signé le contrat de mariage de mon père et ma mère. C'est quand même fou que ce soit lui qui ait renversé mon père et mis fin à ses jours. Je suis parti à Paris au décès de mon père, puisque quand mon père est décédé, je vivais avec lui, sous le même toit, la maison familiale. Et bien, tu me croiras si tu veux, mais mon frère, au décès de mon père, le lendemain a fait couper l'eau, le gaz et l'électricité dans la maison. Ce qui fait que ça voulait dire, pour moi, tu dégages, hein. T'es pas chez toi. Le soir des obsèques de mon père, il a fallu que je dorme à l'hôtel. Je ne pouvais pas dormir chez moi. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Et c'est comme ça que j'ai débarqué à Paris en octobre 86, tu vois. J'ai accepté la proposition de Daniel, qui était de tout quitter dans le Morbihan et de vivre un nouveau départ à Paris. Qui était Daniel ? Daniel, un de mes meilleurs amis, il y a un très bon... Alors, Daniel était l'ami d'enfance, pratiquement, de collège en tous les cas, et de lycée. Ensuite, de Muriel, la chanteuse de Niagara. D'accord, donc nouveau départ à Paris. Un nouveau départ dans son petit studio, avenue du Général Leclerc, à Alésia. On vivait à deux dans un tout petit espace, mais on a réussi à se débrouiller. Et puis, à un moment, il m'a dit, ce serait bien quand même, Loïc, que tu essayes de trouver quelque chose, parce que j'avais tendance un petit peu à m'installer. Et par le biais de mon travail, puisque très vite, j'ai commencé par trouver un poste de vendeur au téléphone, pour vendre des encyclopédies Larousse. Enfin, ça, je ne l'ai pas fait très longtemps, même si j'étais plutôt bon vendeur, ça marchait plutôt bien. Mais j'ai vu cette annonce Ipsos pour les enquêtes. Et ça, je me disais, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Parce que là, j'ai rien à vendre. Demander leur avis aux gens. Moi, j'aime les gens. Donc, du coup, j'ai rejoint le staff d'enquêteurs. On était nombreux. Hein. Et en 89, j'apprends que les jours où je ne travaillais pas pouvaient m'être indemnisés par Pôle emploi. Et je vais m'inscrire à Pôle emploi pour justement pouvoir bénéficier de ce complément de salaire. Et parce que je tirais le diable par la queue un peu à Paris, hein, quand même, faut pas rêver, quoi. J'y vais dans des petits hôtels meublés, c'est tout ce que j'avais trouvé, mais parce que j'avais pas de caution, j'avais plus de parents, donc c'était très compliqué. Mais finalement, donc je vais à Pôle emploi pour m'inscrire, et il y avait une annonce au Crédit municipal de Paris. Alors je savais pas ce que c'était que le Crédit municipal, c'était une banque, je me disais, bon, pourquoi pas, essayons. Ma candidature a plu, j'ai été recruté, très rapidement j'ai commencé. En revanche, ce qui a posé problème un petit peu, c'était que mon chef de service, M. Larcher, était un type absolument odieux, homophobe au plus haut point, au dernier degré, vicelard, mettant la main aux fesses facilement des employés, des jeunes employés, surtout les petits stagiaires. Enfin, vraiment quelqu'un de très antipathique, quoi. Monsieur Larcher ? Larcher. C'est ça le rapport avec Thierry Paulin ? Alors attends, on y arrive. Monsieur Larcher ne me supportait pas, pouvait pas me voir en peinture, parce que j'étais homo. À tel point qu'un jour, j'avais une petite bronchite, donc je toussais, et à côté de moi travaillait Nicole, une gémologue qui était là pour l'expertise des pierres et puis l'expertise des prêts qu'on faisait. Et Monsieur Larcher s'adresse à Nicole en disant « Écoutez Nicole, j'espère que vous êtes bien protégée parce que ça tousse par ici, hein, on dirait. » Alors, il parlait de moi, hein. Ça tousse. Avec toutes les maladies qui traînent en ce moment, vous voyez ce que je veux dire, Nicole, hein. Elle lui a répondu « Écoutez Monsieur Larcher, allez faire vos blagues à 2 balles ailleurs, hein, s'il vous plaît. » Parce qu'elle ne se gênait pas, elle n'avait aucun rapport de hiérarchie avec lui, hein.
Et donc le voilà qui se casse. Mais c'était toujours des réflexions dans ce genre-là, quoi. Moi, je me suis vu une fois, parce qu'on faisait du social aussi au Crédit Municipal. Hein. Vraiment, c'était une petite mamie venir avec son alliance et celle de son mari. Il y avait très peu de poids d'or, même pas suffisamment pour qu'on puisse lui faire un prêt, parce que les premiers prêts commençaient à 200 francs à l'époque. C'était pas grand-chose, mais et exceptionnellement, le chef de service, Larcher, avait accepté qu'on lui prête 250 francs pour la dépanner, quoi. Et ensuite, à côté de ça, tu as des stars, Deneuve qui mettait ses fourrures pour éviter de payer des frais de garde l'été pour les mythes avec ses manteaux de fourrure. Elle les mettait en gage, elle demandait un prêt absolument minime, elle ne voulait pas d'argent, elle voulait simplement qu'il y avait des chambres froides exprès pour... Ah non, c'était très bien. Thierry Paulin, c'est peut-être le plus grand criminel de toute l'histoire judiciaire française. J'ai rejoint le service du contentieux. Je t'explique très rapidement en quoi consistent les prêts sur gage. Tu arrives, tu as des bijoux, tu les fais expertiser, on va te prêter environ 20, peut-être 30% du montant de la valeur des bijoux, et à charge à toi ensuite de payer les intérêts qui courent. C'est un prêt qui se fait sur 6 mois, c'est un titre au porteur, c'est-à-dire que c'est pas nominatif. Nous, évidemment, on a les coordonnées des gens, mais c'est un titre au porteur. Donc si tu perds ton papier, n'importe la personne qui le trouve peut se présenter en payant les intérêts et le montant prêté, on lui dégage les objets et il récupère les bijoux. Donc il gagne, il est super gagnant, quoi. Ce qui fait que le contentieux servait surtout aux gens qui perdaient leur fascicule, leur petit papier. Et il y avait donc des registres. Et un jour, c'est donc là qu'on arrive à ce qui nous concerne. Dans ce fameux registre, je vois des paragraphes, des petits encadrés entiers de prêts, barrés en rouge, tampon justice, et je regarde de plus près de quoi il s'agissait. Et qu'est-ce que je vois comme nom ? Je vois le nom de Thierry Paulin. Il filait ses victimes jusque chez elles. À suivre. Et puis il les tuait. Chers auditeurs, si comme moi vous souhaitez que cette anti-enquête dure longtemps, vous pouvez désormais me soutenir, participer, écouter l'épisode suivant en avant-première et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/cerno. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com/cerno. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger, c'est lui qui compose toutes les musiques. Et France Gall. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.